Alors si vous êtes dans les cas suivants, surtout ne vendez pas. Oui, bonjour, alors vous voyez, il me reste X euros à rembourser sur mon crédit, donc je voudrais X euros en aide vendeur. Oui, écoutez monsieur, ma prochaine maison coûte X euros, alors je voudrais X euros en aide vendeur. Moi je suis pas pressé de vendre, on peut mettre au-dessus du prix du marché. Constituer son dossier de vente, estimer son bien, mettre en valeur son bien, l'annonce, les appels, les visites, les offres, les promesses de vente et la signature de l'acte. Comment vendre son bien efficacement en 6 étapes. Je vous dévoile toutes mes petites astuces de professionnels de l'immobilier, les erreurs et les pièges à éviter. Nice. Étape 1, constituer son dossier et préparer sa vente. Avoir toutes les informations sous le coude vous évitera un grand nombre de tracas par la suite. Oh, ok. Dans tous les cas, il vous faudra votre titre de propriété. Si vous ne l'avez pas en votre possession, votre notaire en aura une copie. Ensuite, il vous faudra votre carte d'identité recto verso, votre dernière taxe foncière, les autorisations d'urbanisme si vous avez effectué des travaux, ainsi que les garanties décennales, c'est les travaux moins de 10 ans. L'ensemble des diagnostics. Alors je ne vais pas vous faire la liste des diagnostics sur cette vidéo, mais si vous souhaitez que je vous prépare ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et n'oubliez pas que depuis le 1er avril, suite à la loi Climat Résilience, si votre bien a un diagnostic énergétique en F ou en G, vous devrez effectuer un audit énergétique, prévoir entre 700 000 euros pour cet audit. Il vous faudra ensuite l'état des risques et des pollutions, aussi appelé ERP, que vous pouvez retrouver sur le site impôts.gouv. Et depuis peu, le carnet d'information du logement. Bon, déjà, une fois que vous aurez réuni tous ces documents, quelques gouttes de sueur auront coulé sur votre front. Ce n'est pas fini, vous aurez d'autres documents à réunir si vous êtes dans les cas suivants. Le règlement de copropriété, l'état descriptif de division, ainsi que la fiche signalétique de la copropriété. Et c'est pas fini. Et ça continue encore et encore. Si le bien est vendu loué, il faudrait une copie du bail en cours, le courrier de congé pour vente et sa preuve de réception ou courrier de préavis du locataire, ainsi que l'état des lieux d'entrée et de sortie. Et c'est pas fini. C'est que le début, d'accord, d'accord. Si votre bien a moins de 10 ans, il vous faudra le permis de construire, la déclaration d'achèvement des travaux, la conformité ou la non-opposition au permis de construire, une attestation dommage-ouvrage, ou s'il n'y en a pas, toutes les garanties décennales des artisans intervenus sur le chantier. Dans le cas d'une vente d'un terrain, le certificat d'urbanisme, s'il y a une division, la déclaration préalable et pour finir, les règles d'urbanisme de la zone. Voilà, ça doit faire à peu près l'épaisseur d'un petit Robert pour ceux qui ont connu les dictionnaires. Alors l'idéal est d'avoir tous ces documents sous format numérique. Je sais c'est long mais ça vaut le coup par la suite. Toutes mes félicitations, vous venez de valider la première étape, il n'en reste plus que 5. Étape numéro 2, estimer son bien. Combien vaut cette maison? La deuxième étape est la plus importante, estimer son bien pour être au prix du marché. Ne surtout pas se baser seulement sur les simulateurs que vous pouvez retrouver sur internet. C'est comme si vous demandiez à un enfant de 2 ans de dessiner une maison, ça y ressemble mais c'est pas vraiment très précis. Vous pouvez le faire et c'est d'ailleurs votre premier réflexe, mais dites-vous bien que ce résultat vous donnera juste une fourchette. Le simulateur ne va pas savoir si votre bien est lumineux, s'il est bruyant, il n'appliquera pas les spécificités de votre quartier, qui est un des plus grands critères des acquéreurs. Mon premier conseil sera donc de faire appel à un professionnel de l'immobilier qui prendra en compte toutes les spécificités de votre bien, qui aura la connaissance de votre secteur et pourra vous faire une analyse détaillée et vous expliquer le prix de votre maison. Alors si vous êtes dans les cas suivants, surtout ne vendez pas. Oui, bonjour, alors vous voyez, il me reste X euros à rembourser sur mon crédit, donc je voudrais X euros en aide vendeur. Oui, écoutez monsieur, ma prochaine maison coûte X euros, alors je voudrais X euros en aide vendeur. Moi je suis pas pressé de vendre, on peut mettre au-dessus du prix du marché. Alors là, arrêtez tout de suite. Cette stratégie ne fonctionne pas. Achèteriez-vous une maison au-dessus du prix du marché? Non. Par exemple, quand vous allez sur le Bon Coin, vous voyez une PlayStation 5 à 500 € et la même PlayStation à 400 €. Vous allez appeler qui? Mais oui, c'est clair. Lorsque vous consultez les annonces, un des premiers réflexes est de consulter le prix du mètre carré. Si le prix est trop élevé, l'acquéreur ne consultera même pas l'annonce. Mais qui voudrait acheter une merde pareille? Votre annonce se perdra dans les centaines d'autres annonces sur votre secteur et ne suscitera plus l'intérêt de personne. Les acquéreurs connaissent très bien les annonces sur leur zone de recherche. Si l'annonce reste trop longtemps en ligne, ils vont trouver ça louche. Vous allez à ce moment-là devoir modifier votre prix, voire même proposer en dessous du prix du marché, et ça vous ne le voulez pas. Non. Donc vous l'aurez compris, ajustez-vous au mieux au prix du marché et vous réduirez la durée de la vente. Troisième étape, mettre en valeur son bien. Il faut séduire, se mettre en valeur, mettre en avant ses plus gros atouts. Quand vous vous rendez à un rencard, généralement on se fait tout beau, petite gym, petite basket, un petit coup du beau gosse et c'est parti. Et ben quand vous vendez votre bien, c'est pareil. Aussi bien pour la prise de photos, mais ça on en parlera plus tard, que pour les visites. Faites les petites réparations que vous pouvez effectuer par vous-même. Prévoyez un petit budget fourniture pour éventuellement remplacer les prises fatiguées, recoller ce qui se décolle, enfin vous l'aurez compris, terminez les finitions. Si votre bien montre quelques signes de fatigue, n'hésitez pas à mettre un petit coup de peinture, de préférence de couleur claire afin d'agrandir les pièces. Débarrassez-vous des choses inutiles et trop personnelles. L'objectif est de dégager la vue et de montrer le potentiel de votre bien à vos futurs visiteurs.
Une pièce avec des meubles imposants et de la décoration plein les murs a plutôt tendance à charger et à tasser la pièce. Donner de l'espace facilitera l'acquéreur à se projeter. Bon. Quatrième étape, l'annonce. Les photos. C'est là que passeront le plus de temps vos acquéreurs. J'ai trop soif. Aujourd'hui, la majorité des smartphones font de très belles photos, vous pouvez l'utiliser à condition d'avoir une fonction grand angle. Prenez vos photos au format paysage, le format portrait est à proscrire. Mettez-vous à environ 1,50 m du sol et veillez à ce que les proportions plafond-sol soient à 50-50. Si vous avez un trépied, alors là c'est top. Donnez un maximum de clarté à vos prises de vue en ouvrant les fenêtres si le temps le permet. Le cas échéant, vous pouvez allumer les lumières à condition qu'elles ne soient pas trop jaunes. Privilégiez la lumière blanche. Évitez les prises de vue face aux fenêtres, vous aurez un contre-jour et la photo sera complètement cramée. Et bien évidemment, les pièces doivent être rangées et propres. Passons à l'annonce. À vous de sortir votre plus belle plume. Il y a plusieurs écoles, mais je vais vous donner ma façon de faire. Vous pouvez commencer l'annonce en décrivant la situation géographique du bien et sa proximité avec les commerces et les transports. Dans un deuxième temps, la description du bien dans le sens de la visite, afin de ne pas perdre votre lecteur. Donc là-bas, une pièce, ici 3 ou 4 pièces, en tout 4 ou 5 pièces. On va passer au salon. Mettez en avant les éventuels travaux de rénovation que vous aurez effectués et les équipements que vous laissez. Son exposition, son potentiel, comme par exemple un grenier aménageable, les annexes transformables en véranda, etc., etc. Pour la partie un peu plus technique, vous aurez besoin du diagnostic énergétique et ainsi d'y afficher la note de consommation et d'émission. Si le bien fait partie d'une copropriété, le nombre de lots, le montant des charges et la surface carrée. Petite astuce, ne dites pas tout, gardez-en un petit peu pour la visite. Étape numéro 5. Les appels, les visites, les offres. Comment gérer les appels de vos acquéreurs et quelles sont les questions à leur poser? Salut mon chéri, c'est Tata Suzanne. Comment organiser une visite et la gestion des offres d'achat. Allez, donnez-moi le contrat que j'ai dessiné. C'est pas parce qu'on vous appelle pour une visite qu'on doit forcément accepter la visite. Vous aurez certains points à valider avec vos prospects avant de leur communiquer votre adresse. La première est de savoir s'ils ont une simulation financière de moins de 2 mois. Vous n'allez pas faire visiter à des personnes qui n'auront pas les moyens de vous faire une offre. C'est du temps perdu pour tout le monde. Le deuxième point à valider, c'est le projet de l'acquéreur. Validez avec eux les critères importants, comme le nombre de chambres par exemple, le volume des pièces, l'emplacement et sa proximité des transports, des écoles. L'idée est de dégrossir les besoins et de bien vérifier que cela est compatible avec votre bien. Je vous donne un exemple. Si une personne cherche une maison pour ses vieux jours et que vous n'avez ni chambre ni salle de bain au rez-de-chaussée, il est fort probable que leur projet ne collera pas. Arrivé le moment de la visite, et là je reviens à l'étape numéro 3. Votre bien doit être mis en valeur, c'est-à-dire on range le linge qui sèche sur le séchoir dans le salon, le linge sale qui traîne par terre, on le range, et aussi un point important, on évite de faire griller des sardines juste avant, mais ça vous comprendrez pourquoi. Ça, il faut reconnaître que l'odeur n'est pas très agréable. Le coup de cœur se décide dans les 90 premières secondes. Assurez-vous de commencer la visite sur les points forts de votre bien qui correspondent aux attentes de vos visiteurs. D'où l'importance de leur poser des questions sur le projet. Et de terminer la visite dans la plus belle pièce de votre bien, c'est souvent là qu'on échange, qu'on pose des questions, autant se retrouver dans un endroit agréable. Surtout pendant la visite, n'en dites pas trop. Alors je ne vous dis pas qu'il faut cacher des informations, surtout pas. Mais commentez seulement les choses qui ne se voient pas forcément, comme par exemple vos types d'ouverture, si elles sont en PVC, en bois ou en aluminium. Le double vitrage. Si vous avez un parquet massif et que vous connaissez l'essence du bois. Parquet flottant, toujours un peu de... Le type d'isolation que vous avez utilisé. Si vous avez installé un système de domotique par exemple, etc., etc. Petite astuce supplémentaire, pour déclencher un coup de cœur, il faut que les personnes se sentent bien. Alors en hiver, si vous avez une cheminée, n'hésitez pas à démarrer un feu. Avant la visite, cela ajoutera un cadre chaleureux et les visiteurs pourraient s'y projeter. Alors si vous n'avez pas de cheminée, il faudra avoir une petite âme de cuistot. Rien ne vous empêche de mettre un petit gâteau au four, les bonnes odeurs se répandront dans la maison et vous créerez ainsi un climat familial positif. La visite est terminée. Assurez-vous de faire un point avec vos acquéreurs et si vous n'avez pas d'offre à ce moment-là, assurez-vous de convenir d'un rendez-vous avec eux. Quand est-ce qu'on fixe un rendez-vous pour qu'on se voit, pour qu'on puisse se parler? Pour pouvoir débriefer sur cette visite. J'ai besoin de vous voir, moi. Et ainsi récolter leurs ressentis pour pouvoir mieux guider vos prochaines visites. Si vous recevez une offre 300 000. Tant mieux. Qu'elle soit au prix ou non, assurez-vous absolument d'avoir la simulation bancaire des acheteurs. Je prends 300 000, Mouniesca, c'est 300 000. Et tu me dois l'exclusivité de Raban. Étape numéro 6, promesse de vente, signature définitive de l'acte de propriété. Une fois que vous êtes mis d'accord sur le prix, les acquéreurs devront vous faire une lettre de proposition d'achat. Vous devrez tous les deux la signer. Vous signez là. Cette feuille viendra s'ajouter au dossier de vente que vous aurez préparé précédemment à l'étape numéro 1. Le notaire établira la promesse de vente et conviendra d'un rendez-vous avec toutes les parties. Lors de ce rendez-vous, le notaire vous expliquera dans les détails les tenants et les aboutissants de cette vente, les conditions suspensives et les frais concernés par cette vente. Il se trouve que l'usufruit de votre quote-part entière indivisée... À savoir que la rédaction de la promesse de vente est payante pour l'acquéreur, généralement entre 400 et 450 € selon les notaires. Une fois la promesse de vente signée, le vendeur lui est engagé et ne peut pas se rétracter.
L'acquéreur, lui, a encore 10 jours après la signature pour ne plus donner suite sans aucun motif. C'est pas grave, c'est la vie. Passé ces 10 jours-là, l'acquéreur est engagé et doit faire sa demande de prêt auprès de sa banque. Vous pouvez m'accorder un prêt à 21%? Oui. Ajouter 2 mois pour la recherche de prêt. Alors à savoir que l'acquéreur pourra annuler la promesse de vente s'il a 2 refus de prêt, ainsi récupérer le montant de son séquestre qu'il aura préalablement viré sur le compte du notaire. Une fois que les acquéreurs auront reçu l'accord de prêt, il faudra encore attendre 10 jours pour passer le délai de rétractation. Dès lors, le notaire pourra vous proposer une date pour la signature de l'acte authentique, si toutes les conditions suspensives sont levées évidemment. Dans la popoche. Voilà, les sous-sous dans la popoche. Voilà, j'espère que j'ai été clair et concis. Évidemment, ceci est un résumé pour vous expliquer les différentes étapes dans sa globalité. Il y a tout un tas d'autres aspects à maîtriser, mais en suivant ces étapes, vous mettrez toutes les chances de votre côté. Si vous ne vous sentez pas les épaules, ou si vous n'avez pas le temps à consacrer à cette vente, n'hésitez pas à passer par un professionnel de l'immobilier. Alors quand je parle de professionnel, je parle de moi évidemment. Voilà, c'est fini pour moi, j'espère que tu as passé un agréable moment. N'hésite surtout pas à t'abonner si tu veux pas louper les prochaines vidéos. Des bisous!